Alors, ce DOM a lieu dans un contexte d'attaque sans précédent du budget des collectivités locales par le gouvernement. Gouvernement que le parti Horizon, dans lequel vous avez des responsabilités, madame, soutient depuis 2017, depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron et de sa stratégie de politique fiscale de l'offre. Celle-ci a conduit à une explosion du déficit public, de 3,4% du PIB en 2017 à 5,8% en 2024. Cette politique fiscale prive lourdement l'État de finances par l'exonération de cotisations des entreprises et autres CICE. Elle prive également les collectivités de recettes, donc d'autonomie, du fait de la suppression de la taxe d'habitation. Le budget du gouvernement Lecornu 2 est pire que celui du gouvernement Bayrou, qui avait déjà fait subir aux collectivités des coupes budgétaires considérables en 2025. L'effort financier attendu des collectivités avec le nouveau PLF est 2 fois plus important que dans le précédent, passant de 2 à 4,6 milliards. Le budget Lecornu 2 poursuit ses coupes budgétaires. Pour le fonds vert, les agences de l'eau, de l'habitat, pour la mission de la cohésion des territoires, la dotation de solidarité, sans compter le gel de la DGF. La facture s'élèverait en fait à 8 milliards d'euros, selon l'Association des maires de France et présidents d'intercommunalité. France Urbaine souligne aussi que les collectivités sont particulièrement visées par nombre de dispositions touchant aux finances locales, ceci alors même où l'urgence écologique implique d'en faire plus. Mais sans surprise, au vu de votre appartenance politique, nous trouvons dans ce DOB nulle critique des choix politiques qui ont conduit à la situation financière de notre pays. Pour le contexte local, la ville d'Albi contribuerait pour 1 million d'euros à l'effort national de redressement des comptes publics. Ce million d'euros, vous l'intégrez sans réaction dans vos hypothèses budgétaires. Sans réaction et sans information sur les services qui seront impactés. Les conséquences de la politique financière nationale sont importantes pour la commune d'Albi, notamment avec un autofinancement en baisse pour 2026. La hausse réelle des recettes de fonctionnement de 3,3% indique notamment une hausse des prix pour les services payants proposés par la mairie aux Albigeois. Il faudra ajouter les augmentations de la taxe des ordures ménagères et la hausse de la fiscalité de la C2A. Nous notons que de plus en plus, l'utilisation des finances de l'agglomération vous permet de présenter un budget à l'équilibre, que ce soit avec la TOM, les fameux 500 000 euros annuels que les Albigeois payent à leur insu via cette taxe de l'agglomération, avec les fonds de concours pour les investissements ou la dotation de solidarité communautaire pour le fonctionnement. Dans les recettes d'investissement l'an prochain, en raison des 10,4% de la population vivant dans les quartiers prioritaires, on aura l'obtention du fonds FIT, le Fonds d'investissement des territoires. Côté ressources humaines, je suis surprise que vous parliez de pilotage rigoureux de la masse salariale, alors qu'Albi a été pendant au moins 3 ans sans bilan social, dont sans pilotage des ressources humaines. Nous parlons ici d'argent public et de gestion du personnel, et c'est de votre responsabilité politique. N'oublions pas le mouvement de grève des agents de notre collectivité, devant la faiblesse de leur rémunération, les problèmes majeurs d'organisation du travail et de management. Nous notons également que les 10 agents aux plus hautes rémunérations sont tous des hommes. Un bien mauvais exemple d'égalité professionnelle que donne la direction générale. Et comme chaque année, nous déplorons la pauvreté, voire l'absence d'indicateurs économiques, sociaux et démographiques. Comment construire des hypothèses budgétaires solides avec essentiellement des indicateurs financiers? Quels sont les critères sociaux que vous avez retenus? Par exemple, le taux de chômage par classe d'âge, nombre de familles monoparentales, de retraités, nombre d'étudiants. Quel revenu fiscal moyen des habitants? Quel est l'état sanitaire de la population albigeoise par tranche d'âge?
Ces éléments importants pour le débat budgétaire ne figurent pas dans le document. C'est le dernier dogme de votre mandat. Comme les précédents, il évolue, de notre point de vue, dans un monde parallèle qui néglige les besoins des Albigeois, des acteurs économiques et du territoire lui-même. S'intéresser aux vulnérabilités d'Albi, qu'elles soient sociales, économiques, climatiques, sanitaires, demande de travailler sur des indicateurs qui recouvrent tous ces champs. Ils permettent d'avoir une vision juste de l'état des lieux, mais aussi de faire de la prospective pour prévenir au mieux les situations annoncées. Tout au long de ces 6 ans, nous avons fait de nombreuses propositions. Vous en avez retenu certaines et les avez réalisées, comme le plan massif de rénovation des écoles et la végétalisation de leurs cours. C'est positif pour les enfants et les adultes qui y travaillent. Vous en avez retenu certaines et les avez laissées en chemin, comme la tarification sociale de l'eau. Vous en avez rejeté d'autres, comme le centre de santé public. Nos projets sont bien différents, nos projets politiques sont bien différents. Le nôtre est centré sur l'utilisation de l'argent public, du foncier et du travail des agents au bénéfice des Albigeois. À partir du moment où il y a une contribution très forte de la commune d'Albi aux recettes de l'agglomération, est-il, quand on considère la bonne santé des recettes de l'agglomération, est-il anormal de procéder ainsi? Non, je redis, unanimité des maires pour cela. Quel filet protecteur prévoyez-vous pour lutter contre la précarité de nos concitoyens? Et votre question consiste à dire, mais que faites-vous pour ce qui est la conséquence de cette situation négative et qui est la pauvreté, je reprends exactement les mots de M. Boud ou de Mme Paturé, la pauvreté grandissante de nos concitoyens. Vous m'interrogez, vous nous interrogez sur la conséquence. Mais moi j'ai envie de vous retourner totalement la question de manière très politique et de vous dire, mais quelle est la cause? Quelle est la cause? Que j'ai devant moi une gangrène et c'est ce à quoi je vous invite à réfléchir, et que ce qui est utile, c'est le bistouri. Ça veut dire travailler sur les causes de cette situation. Et là, je me retourne vers vous. Et non pas sur les conséquences de cette situation. Quelles sont les causes? Tout à l'heure, madame. Quelles sont les causes? Les causes, c'est simplement la situation, puisque vous avez évoqué les proximités politiques et les amis. Eh bien, je me tourne vers vous. Je me tourne, messieurs et dames de la gauche en particulier, je me tourne vers vous en vous posant la question de la responsabilité de vos familles politiques depuis 1981. Quelle est la cause du décrochage complet de la France en Europe depuis cette... Attendez, tout à l'heure, laissez-moi finir. Quelle est la cause? C'est la relation au travail, c'est le fait que, tout simplement, le salaire brut, et c'est ce qui concerne directement nos concitoyens, le salaire brut est complètement déconnecté du salaire net. Le salaire net est très inférieur au salaire brut. La solution, elle n'est pas, avec de l'eau oxygénée, de donner quelques euros de plus à telle ou telle famille. La solution, à l'échelle nationale, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les familles aient un bulletin de salaire, une fiche de paye, où le salaire net monte et se rapproche du salaire brut. Quelle est la différence? La différence, c'est la taxe, c'est la pression fiscale, c'est la taxation fiscale sur tout le monde, et en particulier sur les entreprises. Et c'est le débat qui a lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, cette espèce d'hystérie fiscale, pour pas dire une transe fiscale, que l'on a vue tout au long de la semaine, et notamment au cours des 2 derniers jours, jeudi et vendredi, on ne cessait d'inventer une taxation supplémentaire sur les uns et sur les autres. La taxe Zuckman, oui, la taxe Zuckman. On est entré dans l'ère de la post-vérité. Grâce à vous, Monsieur Gilles, ce soir. On y était déjà, grâce à d'autres, plus illustres aux États-Unis, mais là, je crois qu'à Albi, on y est entré définitivement de plein pied. Pardon, j'ai fait une mauvaise manip sur la machine, pardon. On y est entré donc définitivement, je crois, là, puisque maintenant, donc, vous nous dites,
Je renvoie l'opposition à sa responsabilité, alors que c'est vous qui dirigez la commune et l'agglomération. Très bien. J'ai dit On depuis nous renvoie, 1980 merci, à je ne vous ai l'échelon pas national. interrompu, merci Monsieur Gilles, je ne vous ai pas interrompu. On renvoie l'opposition à sa responsabilité, donc, alors que c'est vous qui êtes à la tête de la commune et de l'agglo, c'est formidable. Bientôt, le vote du budget va devenir obligatoire pour pouvoir assister à des cocktails ou des matchs de football ou de rugby. Il va falloir à l'entrée prouver qu'on a voté le budget de la commune et qu'on est finalement de votre bord pour pouvoir avoir accès aux services publics. Donc là aussi, hein, on entre dans l'ère de la post-vérité, mais on sort de plus en plus de la démocratie également. Alors, je voudrais continuer, s'il vous plaît. Vous nous avez dit donc que vous renvoyez non seulement nous à Albi, mais la gauche, vous renvoyez la gauche à ses responsabilités dans le marasme dans lequel se trouve la France. Alors, peut-être ça m'a échappé, mais depuis 2017, c'est Emmanuel Macron qui est président de la République. C'est un gouvernement que vous soutenez. Madame Guiraud-Chaumeil, vous êtes référente du parti Horizon pour l'Occitanie, parti qui est dirigé par l'un des anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron. Voilà. Donc là aussi, on ne sait plus trop quoi dire face à des accusations qui sont tellement grossières et tellement fausses. Donc depuis 2017, qui mène cette politique fiscale qui prive l'État et qui prive les collectivités de financement? Vous nous avez dit quelle est la cause? Quelle est la cause? La cause. Mais la cause, elle est bien établie, Monsieur Gilles. Alors je vous mets au courant si vous ne la connaissez pas, la cause. La cause, elle est bien établie, c'est que depuis 2017, des choix fiscaux ont été faits qui ont consisté essentiellement en une série de baisses d'impôts. Baisses d'impôts notamment pour les plus riches, qui ont eu deux conséquences principales. C'est un raisonnement qui est assez simple à suivre. Deux conséquences principales. Un, l'accroissement des inégalités, ce dont parlait André Boud tout à l'heure, notamment par la dégradation continue des services publics, parce que vous rencontrez des gens de terrain, mais nous sommes des gens de terrain. Vous voyez, c'est ça la différence peut-être. Vous les rencontrez, nous on le vit. On le vit parce qu'on est enseignant, on le vit parce qu'on est soignant. Monsieur Tonicello. Et vos leçons, vous voyez, on s'en passe bien volontiers. Parce que la dégradation continue des services publics, de l'éducation et de la santé, c'est nous qui la vivons au quotidien. Oui. Donc, cette dégradation continue des services publics, elle est liée à cette politique fiscale pour les riches, dont tout le monde ici fait les frais. En tout cas, tous ceux qui n'ont que le service public pour s'en sortir. Et deuxièmement, elle a appauvri considérablement l'État, cette politique que vous soutenez et que vous continuez de soutenir. Je vous remercie. Merci. Je n'avais pas forcément prévu d'intervenir. Après ce que vous venez de dire, Monsieur Toricello, vous posez en donneur de leçons. J'avoue que j'aime pas trop. Et j'ai trouvé là, très rapidement, un proverbe albanais. Ça va vous intéresser, vous, monsieur le professeur. Le voleur crie pour que le volé tremble. Et si on l'adapte à la situation d'ici, je vais dire, l'opposant crie pour que le majoritaire tremble. Alors, ne vous fatiguez pas, monsieur Toricello, le majoritaire ne tremble pas et ne tremblera pas. Et juste un point supplémentaire. Madame Ferrand-Prévot, voilà, je vous appelais Ferrand-Prévot, vous n'avez pas ce talent. Mais en tout état de cause, votre intervention est un bras d'honneur fait aux Albigeois. Un bras d'honneur fait aux Albigeois. Vous avez raison, répétez-le plusieurs fois et que la presse le note aussi. Un bras d'honneur Monsieur Tonicello, s'il vous plaît. Aux Albigeois, Monsieur Toricello. Pourquoi? Parce que vous leur dites une fois de plus, mais ça, je croyais que c'était que la spécialité de Madame Ferlefranc, c'est aussi la vôtre, vous leur dites « ayez peur ». Cette façon de faire de la politique locale est déplorable. Les Albigeois, ils ont besoin de décisions rassurantes. Ils ont besoin d'un réalisme raisonné. Ils ont besoin d'arguments crédibles. Ils ont besoin de considérations objectives. Dans ce DOB,
vous trouvez toutes ces caractéristiques-là. Et dans le budget qui sera présenté et voté à une large majorité certainement en décembre, il y aura aussi ces mêmes orientations. Alors j'ai envie de dire oui, n'ayez pas peur les Albigeois, et ne vous tracassez pas de ce bras d'honneur que certains vous font, parce qu'il y en a qui résistent, parce qu'il y en a qui ne reculeront pas, parce qu'il y en a qui continueront à avancer pour vous. Je voulais simplement dire à M. Franck que les Albigeois ne sont pas des enfants qu'il faut rassurer. Les Albigeois sont des citoyens adultes, responsables, comme nous tous ici. Ils ont besoin de vérité, ils ont besoin de transparence et ils ont besoin d'un cap politique, social, économique qui leur redonne de l'espoir. Voilà. Alors, pour revenir sur quelque chose de plus factuel que ce que nous venons d'entendre, en fait, le déficit public, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes, le déficit public n'est pas une dérive des dépenses publiques. D'ailleurs, elles ont légèrement baissé, c'est-à-dire qu'au total, la dépense publique primaire, hors investissement, a diminué de 0,8 points de PIB potentiel entre 2017 et 2024 et moins 0,2 points si l'on corrige les subventions publiques. Donc ce n'est pas une dérive des dépenses, c'est une dérive des recettes. Et pour ça, je partage complètement ce qui vient d'être dit par M. Tonicello. Depuis 2017, en fait, il y a eu des cadeaux qui ont été faits. Et ces cadeaux, qui est une politique fiscale de l'offre, qui auraient pu ne pas être des cadeaux, si effectivement il y avait eu une activité économique qui permettait que ça ne soit pas des cadeaux sans retour. Mais quand on voit l'endettement qui augmente, on se rend compte qu'en fait, il y a eu cette diminution de recettes pour l'État et pour les collectivités locales, qui finalement n'a rien apporté aux Français. C'est ça qu'on en voit. Et quand je vois effectivement que pour les débats, la solution qui est proposée par le gouvernement, c'est encore de diminuer les dépenses publiques, c'est-à-dire tous les services publics qui sont quand même le patrimoine des gens qui n'ont pas autre chose que ça, franchement, effectivement, je suis fière de pouvoir m'opposer à cette logique politique que vous représentez parfaitement ici. Merci. Vous écoutons. C'était juste parce que je souhaitais en fait répondre à M. Franck. En fait, ce n'est pas du tout qu'on dit qu'il faut reculer ou qu'il faut renoncer. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut bifurquer. C'est-à-dire que les investissements que vous faites, nous, ce n'est pas ce que nous ferions. Mais ce n'est pas du tout reculer ou renoncer. Merci. Si vous vous sentez attaqué et que vous avez l'impression qu'on veut vous faire reculer et vous faire renoncer, ce n'est pas vous qu'on veut faire reculer ou renoncer, c'est votre politique. Nous allons voter cette délibération pour permettre l'installation future de 2 maraîchers. Ceci étant dit, cette délibération est l'occasion de faire le bilan, Madame le maire, de vos 2 mandats successifs en matière de politique agricole. À cet égard, vous me permettrez de reformuler un petit peu la première phrase de la délibération, qui est, je cite, « La ville d'Albi s'est engagée depuis plus de 10 ans dans une politique alimentaire et agricole volontariste. » Fin de citation. Donc je sais que nous sommes entrés dans l'ère de la post-vérité, celle qui consiste, comme disait George Orwell, à dire que 2 et 2 font 5. Pourtant, 2 et 2 font 4. Et pourtant, il me semblerait plus conforme à la réalité de rédiger le début de la délibération ainsi. En 2014, la ville d'Albi lançait une grande opération de communication promettant l'autonomie alimentaire pour 2020. Le slogan était « Albi, première ville pilote de France en marche vers l'autonomie alimentaire en 2020 ». 11 ans après, 2 mandats plus tard, rien n'a avancé et la mairie d'Albi fait du surplace. Oui, c'est un éternel retour à la case départ. Aujourd'hui, les seuls maraîchers qui produisent encore à Canavières étaient déjà installés avant ces promesses, Madame le maire.
Tous les autres maraîchers, au moins 4, ont quitté les terres de Canavières. Le jardin d'insertion de la Landelle a fermé. Ajoutons à cela l'échec du partenariat avec l'association Urbaterra à la ferme du Gau. Il y a 1 an, vous rachetiez les parcelles vignées, qui sont aujourd'hui totalement en friche. Vous lanciez en même temps une régie de production en indiquant, je cite, « Ne rien vous interdire pour l'avenir ». 1 an après, cette régie disparaît à son tour. C'était prévu, dites-vous à présent. Donc difficile de vous suivre. Difficile de vous suivre, car nous n'avons pas affaire à une politique volontariste, non. Nous assistons à des tentatives hasardeuses et décousues depuis plus de 10 ans, à une sorte d'improvisation permanente, sans vision d'ensemble, sans projet global. Que de temps perdu. La responsabilité n'en revient évidemment pas aux maraîchers ni aux agents du service. La responsabilité est politique. C'est la vôtre, Madame le maire. Tout le monde l'a compris. Pour que ce projet stagne à ce point, c'est qu'il ne figure pas au rang de vos priorités politiques. Pendant ce temps-là, d'autres collectivités font moins de com', mais agissent réellement. Dans la métropole de Lyon, en Haute-Garonne, à Vannes ou en Haute-Vienne, de nombreux projets agricoles portés par des communes ou des intercommunalités voient le jour. Ce que nous proposons depuis 6 ans, c'est de faire de l'agriculture et de l'alimentation une véritable priorité politique de l'action communale et intercommunale. Nous le disions déjà en février 2024 au moment de l'achat des parcelles vignées. Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer pour soutenir le développement d'une agriculture de proximité et de qualité, pour impulser et soutenir des projets permettant de produire et de consommer des produits bio et locaux. C'est un enjeu écologique, de santé publique, mais également un enjeu social, pour permettre à chacun d'accéder à une alimentation saine, notamment par la restauration collective. Par ailleurs, l'Albigeois est un territoire de tradition maraîchère qui a des atouts, à condition, premièrement, de mener un projet agricole et alimentaire à l'échelle de l'agglomération. Puisqu'à l'échelle de l'agglomération, 51% des terres sont encore agricoles, et non à l'échelle de la seule ville d'Albi. Un projet à l'échelle de l'agglomération, avec entre autres la mise en place d'un pôle de production agricole public, communal ou intercommunal, pour fournir la cuisine centrale en produits biologiques et sains, au bénéfice des enfants et des aînés. Sans concurrence avec les producteurs déjà installés, bien entendu, mais dans le but de compléter la production locale, puisque la production locale manque, on le sait, depuis, grâce notamment aux analyses du PAT. Deuxièmement, il nous faut mettre en place une véritable coopération entre les territoires, puisque Albi est plus consommatrice d'aliments que productrice, quand les territoires de l'Albigeois et des Bastides sont davantage producteurs, et travailler avec tous les acteurs, agriculteurs, collectivités, chambres, lycées agricoles, associations, etc. Enfin, mettre en œuvre une politique de préservation des terres agricoles, à Canavières, au Gau, sur toute la ville et sur toute l'agglo. Or, non loin de Canavières, dans le secteur de Pinérato, des terres vont être bétonnées, comme vous avez fait disparaître sous le béton les 9 hectares de terre de la ferme de la Renaudier. Voilà, c'est un projet d'avenir de ce type dont nous avons besoin, qui est en phase avec notre époque, avec notre territoire, qui est porteur de sens pour les Albigeois, notamment les enfants, les aînés et également les agents. Je vous remercie. Donc, très attachés aux questions de santé, nous voterons pour cette convention dans laquelle la Ligue intègre l'importance d'agir sur les causes des cancers, notamment les causes environnementales. Pour que le label ne soit pas réduit à de la communication, les choix politiques exigent de la cohérence entre les paroles et les actes, par exemple en matière d'urbanisme. Or, la création de nouvelles rues le long de l'école Saint-Exupéry, de la halte garderie de la Négrouillère, de la crèche mosaïque, auquel s'ajoute désormais la maison d'assistants maternels à côté de la rocade,
prouve à minima que la santé des enfants n'est pas un critère de votre politique d'aménagement urbain. L'urbanisme santé, avenir des politiques d'aménagement du territoire avec le changement climatique et la dégradation de la qualité de l'air, demande une vision politique ambitieuse et réaliste. Merci.